Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ces premières rencontres de la médiathèque qui, comme vous le savez, constituent des espaces d'échange et permettent de rencontrer tout au long de l'année des spécialistes de divers horizons et de débattre avec eux. Nous ouvrons le bal avec Pierre-Christophe Pans, c'est le monsieur avec une belle cravate qui est à côté de moi, docteur en géopolitique, le premier calédonien du genre. Et ce patronyme ne manquera pas de vous rappeler quelque chose, puisque le centre Chibaou accueille actuellement, dans l'allée centrale, une exposition sur l'île de Tana, une exposition de photographie, par un photographe du même nom, assez célèbre, comme quoi un Pans peut en cacher un autre. Et peut-être même plusieurs, l'avenir nous le dira. Alors pour en revenir à notre invité, il a suivi un cursus de géographie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, comme quoi nul n'est parfait. Puis s'est envolé pour Paris et a notamment suivi à l'École normale supérieure un master en géopolitique et a soutenu assez récemment une thèse intitulée Géopolitique des territoires kanaks, avec les félicitations du jury, il faut le mentionner. Alors d'aucuns considèrent que les études sur la société kanak sont monopolisées par l'anthropologie ou par l'histoire. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle ce soir. Et Pierre-Christophe Pans affirme que la géographie peut apporter un éclairage essentiel et novateur. Donc c'est ce qu'il va essayer de nous prouver ce soir, ce dont nous le remercions et nous l'encourageons vivement. Alors un tout dernier mot peut-être avant de lui laisser la parole. Je voudrais juste mentionner quand même que son travail de thèse, on croise les doigts, est appelé à être édité, peut-être d'ici 2017, que pour l'instant il est consultable dans nos locaux, à la médiathèque du Centre culturel de Chibaou, ainsi que les nombreux ouvrages qui constituent la bibliographie de ce travail universitaire. J'ajouterai que la conférence de ce soir ainsi que les débats qui suivent sont enregistrés. Donc je vous demanderai, quand vous posez votre question, de bien vouloir demander le micro. Et que tout cela sera disponible dès le début de la semaine prochaine sur le site de la DCK, dck.nc, dans le catalogue de la médiathèque, rubrique Rencontres de la médiathèque. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence à tous et je souhaite bonne chance à notre jeune conférencier. Merci. Merci à toi Manu. J'éprouve beaucoup de joie et de fierté ce soir d'ouvrir le cycle annuel de conférences au Centre culturel Chibaou. De la joie parce qu'après avoir soutenu ma thèse de géographie à la Sorbonne en novembre dernier, j'avais vraiment le cœur de pouvoir restituer ce travail en Nouvelle-Calédonie devant les Néo-Calédoniens et plus particulièrement devant certains membres de ma famille qui n'avaient pas pu se déplacer. Donc merci au Centre Chibaou de m'offrir cette occasion et merci pour leur confiance. Je souhaite également remercier ceux sans qui ce travail de longue haleine n'aurait pas été possible, ma compagne, mes parents, mes deux frères présents ici, mes directeurs de recherche et tous ceux qui ont accepté de m'ouvrir la porte de leur tribu, de leur foyer, aussi bien à Vaud, à Point-d'Imier, à Nouméa et à l'île des Pins. Merci à eux d'avoir partagé avec moi leurs connaissances. Enfin, avant de commencer, je souhaite également remercier vivement le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour m'avoir permis de bénéficier pendant 4 ans d'une bourse doctorale sans laquelle cette aventure n'aurait pas été possible. Mes remerciements ne seraient pas complets si j'oubliais de remercier le public venu en nombre à cette conférence. Je suis très honoré et surtout très touché de votre intérêt. Donc c'est avec une profonde humilité et beaucoup de respect que je me présente devant vous aujourd'hui pour vous exposer les résultats de ma thèse de géographie. Alors, je précise au préalable que cette thèse se veut totalement apolitique. Je me suis efforcé de systématiquement argumenter, de justifier ce que j'avançais. Donc cette thèse a fait l'objet de 5 années de recherche effectuées presque exclusivement en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai intitulée Géopolitique des territoires kanaks et cette thèse a été motivée pour 3 raisons essentielles. La première raison, c'est le vif intérêt que je porte à la géographie et plus particulièrement à la géopolitique. On expliquera ce que veut dire le terme de géopolitique. Deuxièmement, l'attachement citoyen qui me lie à cette île et à ses habitants. Et troisièmement, le contexte politique
particulier de la Nouvelle-Calédonie, celui de décolonisation négociée dans lequel s'inscrit la Nouvelle-Calédonie depuis l'accord de Nouméa. Alors aujourd'hui, cette présentation de ma thèse sera structurée autour de 3 points et devra répondre à cette question: en quoi l'approche géopolitique que je préconise pour l'étude des territoires kanaks permet-elle de mettre en lumière un processus de réappropriation et donc de décolonisation de l'espace néo-calédonien. Donc dans un premier temps, on s'interrogera sur la pertinence d'utiliser la méthode géopolitique pour la société kanak. Puis dans un deuxième temps, nous reviendrons sur les principales formes de recomposition des territoires kanaks depuis la fin du régime de l'indigénat en 1946. Et enfin, dans un troisième temps, nous exposerons les principaux apports de cette thèse dans le contexte néo-calédonien, mais également les principales pistes de recherche qu'elle suscite. Alors, les territoires kanaks, une géopolitique. Donc, dans cette première partie, je souhaitais au préalable remettre en perspective cette thèse à travers mon parcours personnel. Alors, depuis le début de mon parcours universitaire, d'abord à l'UNC, puis à la Sorbonne, puis enfin à l'ENS, mon intérêt a toujours été de conjuguer la géographie et la Nouvelle-Calédonie. En Master 1, par exemple, j'ai étudié les recompositions territoriales de la diaspora wallisienne en Nouvelle-Calédonie. En Master 2, j'ai été initié à la géopolitique, cette approche qui consiste à penser l'espace, ses ressources comme un enjeu politique, une approche où plusieurs acteurs rivalisent pour les conquérir et pour en tirer un avantage. Donc c'est cette nouvelle dimension géopolitique, cette nouvelle grille de lecture, qui trouve un écho en Nouvelle-Calédonie, que j'ai choisi d'apposer à la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement à la situation du peuple kanak. Il m'est apparu clair que les territoires kanaks, quels qu'ils soient, leur recomposition et leur transformation soulevaient d'importantes problématiques géopolitiques, et qu'au fil des périodes, ces territoires kanaks ont toujours suscité la convoitise, la rivalité, voire la compétition. Alors, au-delà de l'apparente complexité d'un tel sujet, m'intéresser à la dimension territoriale kanak m'a semblé une évidence. Une évidence car elle est selon moi la porte d'entrée idéale pour saisir les enjeux de la société néo-calédonienne dans son ensemble. Elle incarne à elle seule les principales phases de l'évolution historique néo-calédonienne. Et en effet, les Kanaks, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, ont subi plusieurs phases de colonisation et se situent aujourd'hui au cœur du processus de décolonisation négociée. Donc son territoire a été profondément transformé, tantôt négativement, tantôt positivement. Donc l'évidence de s'intéresser au territoire kanak, c'est également rappeler ce qui caractérise la société kanak, à savoir son attachement viscéral, son identification cosmogonique à la terre, et ce malgré les nombreuses recompositions de leur territoire. Donc l'étude du peuple kanak et de ses territoires s'est également justifiée par sa forte unité de sa dimension sociale, spatiale, politique et identitaire. Je vais aller un peu vite. Alors, une question fondamentale de cette thèse, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend derrière l'appellation territoire kanak. Déjà, la première remarque que l'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas un, mais plusieurs territoires kanak. Tant les nombreuses recompositions produites par la colonisation puis par la décolonisation ont permis une large diversification de ces territoires. Par ailleurs, et nous aurons peut-être l'occasion d'en débattre tout à l'heure, par rapport aux références occidentales qui consistent à définir le territoire comme un espace agi et approprié, le territoire kanak peut se définir à l'origine comme un espace non pas approprié, mais un espace d'appartenance, un espace d'identification. Ce n'est pas l'homme qui possède une terre, c'est l'homme qui appartient et qui se définit à cette terre. Donc c'est en ayant à l'esprit cet adage kanak que l'on comprend mieux les enjeux géopolitiques qu'ont soulevé les spoliations des territoires kanak pendant la colonisation. En ce sens, cette thèse s'intègre parfaitement aux recherches menées par Joël Bonnemaison, Vanuatu, ou à celles de Jean-Pierre Doumange, de Benoît Antôme, de Jean-Brice Ehrenschmidt en Nouvelle-Calédonie, qui mettent en lumière le caractère essentiel, sacré et identitaire des territoires dans la région mélanésienne. Toutefois, si cet aspect essentialiste du territoire est évidemment importante, ma thèse propose de dépasser cette dimension et d'en proposer une définition plurielle, plus contemporaine. Donc, malgré cette diversité, on a considéré dès le départ que ces nombreuses recompositions avaient contribué à donner une dimension politique unique au territoire en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pourquoi nous avons utilisé comme définition de départ, une définition assez géopolitique du territoire, à savoir un espace approprié,
sur lequel s'exerce une autorité ou un pouvoir. C'est donc un espace qu'il convient de protéger, de défendre, voire de conquérir. Donc le territoire est donc un espace jalousé et source de rivalité. Si j'ai intitulé cette thèse « Géopolitique des territoires kanaks », ce n'est pas évident. Car à la base, le terme de géopolitique est davantage utilisé pour aborder des questions de relations internationales, de politique extérieure. Alors même si cette association n'est instinctivement pas évidente, cette géopolitique intérieure n'est pour autant pas innocente. Alors, qu'est-ce que c'est que la géopolitique ? Pour faire simple, on va dire que c'est une boîte à outils, une grille de lecture, une discipline qui vient de la géographie et qui analyse les rivalités sur un territoire et pour un territoire, ce qui est évidemment le cas pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, de par l'histoire coloniale puis contemporaine, les territoires kanaks ont toujours fait l'objet de rivalités et d'enjeux politiques entre deux entités, les Kanaks et les non-Kanaks. Donc avant la colonisation, pour faire succinct et schématique, les territoires kanaks sur la Grande Terre étaient constitués de plusieurs pays, de hameaux, d'allées claniques, parfois polyclaniques, et structurés par un réseau dense et étendu de chemins, de lieux et de géosymboles. Alors il faut bien se mettre à l'esprit que c'était totalement inconcevable pour l'administration coloniale, qui avait besoin de terres pour ses desseins coloniaux. Et les territoires kanaks, qui étaient insaisissables car pas bornés, avec des frontières linéaires, il fallait donc leur apposer une nouvelle norme de territoire. Donc pendant cette période, l'administration coloniale a donc déployé une stratégie de peuplement, de domination des Kanaks par le contrôle, la spoliation, la normalisation de leur territoire et par les déplacements forcés qui niaient le lien à la terre des différents clans. Alors sur cette carte figure la principale phase de cette période coloniale, la colonisation Fayet, entre 1896 et 1903. On y observe d'importantes opérations de cantonnement et de spoliation, et on constate que la majeure partie de ces opérations, avec les petits points, se situe sur la côte est et sur la moitié nord. Le résultat, c'est qu'au sortir de cette période, les terres kanaks atteignent leur niveau minimum, 120 000 hectares contre une estimation de 320 000 hectares avant le gouverneur Fayet. Le géographe Alain Sossol, qui est véritablement le spécialiste de cette question foncière, a même qualifié cet émiettement de terre kanak comme un archipel. On peut le voir sur cette carte. C'est vrai que cet émiettement fait vraiment penser à un archipel. Finalement, la colonisation, c'est une situation géopolitique par excellence, à savoir une domination par la conquête des territoires kanaks en leur imposant une nouvelle forme de territoire, les réserves tribales. Donc cela a profondément contribué à transformer l'espace précolonial. Ensuite, l'objet de cette thèse a donc été d'apposer la lecture géopolitique qui était évidente pour la colonisation à celle de la décolonisation, d'en faire finalement le corollaire inverse de la colonisation. Dans cette thèse, j'ai choisi d'utiliser cette grille de lecture à partir de 1946. Alors, non pas que je pense que la colonisation ait définitivement cessé à cette date, mais les mesures qui ont été prises à ce moment-là, je rappelle que 1946, c'est la fin du statut de l'indigénat, c'est la fin de l'interdiction de déplacement pour les Kanaks, c'est la fin de l'habitat en ville aussi pour les Kanaks, la fin de l'impôt de capitation, et surtout l'ouverture progressive du droit de vote pour les Kanaks. Donc toutes ces mesures ont contribué finalement à modeler les visages successifs de cette colonisation, à initier un changement de rapport de force entre les Kanaks et les non-Kanaks. Ces prémices, ces balbutiements de la décolonisation ont été des mesures qui ont été libératrices pour le peuple kanak et pour leur territoire. Alors oui, je vous l'accorde, c'est vrai que cela tranche bien avec la version institutionnelle du terme de décolonisation, commencé avec l'accord de Nouméa en 1998, mais il faut bien avoir conscience que toutes ces mesures prises en 1946 ont eu un effet considérable d'un point de vue territorial. Nous avons donc fait l'hypothèse que l'approche géopolitique, qui était évidente pour la colonisation de peuplement, pouvait et surtout devait être une clé de lecture pour cette période post-46. On s'est donc interrogé sur la place du territoire dans ce processus et de se poser la question, est-ce qu'il s'agit toujours d'un enjeu ? Est-ce que la décolonisation, finalement, est-elle simplement une réponse au processus de colonisation ? En d'autres termes, est-ce que les Kanaks se sont-ils contentés de reconquérir leurs anciens territoires spoliés ? Je me suis rapidement rendu compte que non. Les mesures de 1946, initiant la libéralisation du peuple kanak,
ont eu comme conséquence de recomposer et surtout de diversifier les territoires kanaks de la période coloniale. La question a donc été de savoir sous quelle forme se sont matérialisés ces nouveaux territoires. C'est ce que nous allons voir dans un second point. Donc après une soixantaine d'entretiens et aux quatre coins de la Nouvelle-Calédonie, après plusieurs terrains exploratoires et après de nombreuses lectures bibliographiques, il m'est apparu 3 nouveaux grands types de territoires kanaks à partir de 1946. Les premiers territoires, c'est des territoires électoraux. Puis ensuite des territoires coutumiers recomposés avec la redistribution foncière. Et enfin, les territoires urbains. On verra ultérieurement qu'on peut également rajouter les territoires de la mobilité et du réseau. La question, c'était de savoir si cette triple recomposition, cette triple diversification participait à un processus géopolitique plus global de reconquête territoriale et dans quelle mesure cette reconquête était-elle une forme de décolonisation. Alors tout d'abord, les territoires électoraux. À partir de 1946, enfin 1953 pour être plus précis, les élections ont permis aux Kanaks de l'Union calédonienne d'apporter un soutien institutionnel et électoral aux revendications foncières par rapport aux anciennes terres spoliées. Ce thème foncier a été pendant longtemps été le moteur des partis autonomistes, puis indépendantistes, où étaient largement représentés les Kanaks. Par exemple, on voit sur ce graphique que les premiers agrandissements de réserve coïncident avec l'entrée des Kanaks dans le monde politique et l'avènement de l'Union calédonienne. Aujourd'hui, depuis le virage indépendantiste pris dans les années 70, les élections sont devenues de véritables arènes où les Kanaks, essentiellement dans les partis indépendantistes, ont conquis une majorité de communes, de provinces, tout en étant significativement représentés dans les instances territoriales. Donc c'est à travers cette conquête que ces collectivités publiques ont été réappropriées par les Kanaks qui en ont fait de véritables territoires. Par ailleurs, la cristallisation des fiefs électoraux par certains partis, l'UC, le Palika par exemple, et la grande stabilité des résultats électoraux pendant des décennies ont également profondément contribué à ancrer les territoires électoraux chez les Kanaks. À l'échelle des communes, la première carte que je vous affiche illustre bien la progression des maires Kanaks en Nouvelle-Calédonie depuis 1967, sur la Grande Terre. Et on voit que les maires Kanaks ont un ancrage de plus en plus sur la côte Est. 12 maires Kanaks en 1967 contre 22 en 2014. Du chemin a été effectué. Donc à l'échelle territoriale, le pourcentage d'élus Kanaks dans les assemblées territoriales est passé de 36% en 1953 à 55,6% en 2014, soit 15 points de plus que la moyenne statistique des Kanaks pour l'ensemble de la population qui est de 40%. Donc cette tendance se confirme pour les autres collectivités néo-calédoniennes, à l'exception de la province sud et des municipalités des communes du Grand Nouméa, qui enregistrent très peu d'élus au regard de la population qu'ils représentent. Alors, un autre point qui me semblait essentiel d'aborder, c'est le lien qui existe entre le monde électoral et le monde coutumier. On le sait, dans les années 50, l'UC a permis à certains grands chefs Kanaks, qui étaient catholiques et protestants, de Louis Callot ou de l'AICLF, de faire leur entrée dans le monde politique du Caillou. Alors, même si aujourd'hui le lien entre élection et coutume semble s'estomper, certains partis bénéficient encore localement du soutien des réseaux coutumiers. Et dans certains endroits, les territoires coutumiers se superposent parfois aux territoires électoraux. Alors, plusieurs exemples assez rapides. Le premier exemple, évidemment, c'est celui de l'île des Pins et du grand chef Hilarion Vendégout, qui vient d'être élu maire de l'île, composé presque exclusivement de Kanaks. Donc on voit bien que son rôle de grand chef a également joué peut-être un rôle dans l'orientation politique de cette île. Le second exemple, c'est celui de Marais et du LKS. Longtemps incarné par Feu, le grand chef Nidosh Neslin, le LKS a récolté aux élections provinciales de 2009 plus de 50% de ses suffrages provinciaux pour le seul district de Gaïcha. De Guama. Permettant donc à ce parti d'être représenté à l'Assemblée de la province des îles et au Congrès.
Donc on voit vraiment bien que là encore, le rôle de grand chef a joué un rôle prépondérant dans l'orientation électorale de ce district. Enfin, un dernier exemple qui montre, pour les candidats kanaks qui ne sont pas chefs ou grands chefs, et c'est un effet de localisme, plutôt un effet de préférence locale. Je m'explique. Par exemple, pour la commune de Puebo, aux élections provinciales de 2009, on observe des résultats anormalement élevés du Parti travailliste. 38% pour Puebo contre 12% à l'échelle provinciale. Et en particulier dans les tribus du sud de la commune, qui s'explique par le fait que la tête de liste, Roch-Douy, est originaire de la tribu de Diawé, près de Colnet, au sud de la commune. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre leur origine, leur appartenance tribale et leurs résultats électoraux. Donc on peut multiplier à l'envi ce genre d'exemples qui sont représentatifs d'un lien existant entre tendance électorale et territoire coutumier. Mais cette articulation entre la recomposition des territoires coutumiers et des territoires électoraux trouve un écho également dans un autre exemple. Donc, la conquête électorale qu'il y a eu au fil des décennies a permis une importante redistribution des anciennes terres spoliées pour entretenir le lien séculaire des Kanaks à la terre. Alors, sur ce second graphique, on constate que le virage indépendantiste des années 1970, puis la mise en place de la réforme foncière en 1978, puis la période des événements des années 80, coïncide avec une première accélération des réappropriations des terres par les Kanaks. La seconde accélération correspond à la période qui succède à la période des accords de Matignon-Oudinot. Donc jusqu'à la fin des années 90, on voit qu'il y a une accélération des redistributions. Entre 89 et 1999, l'ADRAF d'État a redistribué à un rythme de 8000 hectares en moyenne par an. Il était de 3000 hectares entre 1978 et 1988. Donc on voit vraiment qu'il y a une progression de cette redistribution. En revanche, depuis les années 2000, on voit que cette redistribution foncière ralentit. Néanmoins, en 2014, en 2014, la superficie des terres coutumières de la Grande Terre, qui n'était que de 9% avant la réforme foncière, a atteint les 17% et dépasse désormais, c'est symbolique, la superficie des terrains privés. Alors sur cette carte, on constate que les principales redistributions ont concerné, ce n'est pas un hasard, le nord-est de la Grande Terre. Donc cette reconquête foncière a fait l'objet d'une profonde recomposition des territoires coutumiers au profit des clans, des tribus et aujourd'hui majoritairement au profit des GDPL, les groupements de droits particuliers locaux, soulevant aujourd'hui d'importantes questions de gouvernance, pouvant aboutir à des conflits fonciers et qui ramènent au débat plus global de la sécurisation foncière et du développement économique sur terre coutumière. Alors, même si je ne développerai pas ce sujet, j'ai consacré une part importante de mes enquêtes aux différents types de valorisation économique des territoires coutumiers, en passant par la tribu de Gatop dans la commune de Vaud, qui a su bénéficier des retombées de l'usine du Nord, par les tribus de l'île de Cougnier, qui ont axé leur développement sur le croisiérisme et le tourisme, et les tribus de la côte Est qui ont privilégié de modes de développement alternatifs, davantage agraires. Donc dans chaque cas, la participation des territoires coutumiers au tissu économique a révélé des montages juridiques et financiers très particuliers. Je m'arrêterai là. Ensuite, les Kanaks ne se sont pas arrêtés à une reconquête des territoires coutumiers et des territoires électoraux. Quasiment absent de la ville et enfermé dans des réserves jusqu'en 1946, cette date a sonné le point de départ de très forte mobilité des Kanaks. Aujourd'hui, les Kanaks sont la deuxième minorité du Grand Nouméa, et cette part ne cesse de croître, comme on peut le constater sur le graphique suivant. Donc sur ces deux documents, on se rend compte de cette double dynamique, à la fois une forte progression de l'urbanisation kanak et une croissance de la part de la minorité kanak au sein de l'agglomération. Donc on le voit, les Kanaks représentent 1 habitant sur 4 du Grand Nouméa, et les Kanaks recensés dans le Grand Nouméa représentent 40% de la population kanak totale. Donc on voit vraiment qu'il y a une progression du fait urbain chez les Kanaks. La ville, qui était jusque-là dénommée Nouméa-la-Blanche, a fait l'objet d'une importante réappropriation par les Kanaks, qui ont d'abord investi largement, on peut le voir sur cette carte, les quartiers plus populaires et industriels du nord-ouest de la presqu'île, et aujourd'hui de plus en plus
l'ensemble de la ville et plus particulièrement des quartiers à l'est de la presqu'île, comme Magenta, Vallée des Colons et Nguer. Donc on voit sur cette carte où j'ai représenté la population kanak par quartier grâce aux chiffres de l'ISEE, par des cercles concentriques. Donc plus les cercles concentriques, plus la population kanak de ces quartiers est importante. Et la couleur correspond à la proportion de kanak dans ces quartiers. Donc on voit bien que, par exemple, le quartier de Rivière-Salier, ou celui de Montravel, possède une population kanak très importante, en tout cas supérieure à 40%. Un dernier point qui me semble intéressant de noter, c'est que contrairement à une vision statique et largement répandue en Nouvelle-Calédonie, la conquête urbaine des Kanaks ne s'est pas forcément accompagnée d'un exode rural. Ce qui m'a marqué au fil des entretiens que j'ai pu avoir, ce sont les incessantes mobilités des uns et des autres, n'hésitant pas à parcourir des centaines de kilomètres par jour ou par semaine. Donc, et la seconde chose qui est également très importante, c'est la multirésidentialité des Kanaks, avoir plusieurs types de résidences, à la fois en ville et dans la tribu d'origine. Donc pour beaucoup, l'habitat en ville ne veut pas forcément dire rupture avec la terre tribale d'origine, mais il est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas enfermer les Kanaks à la fois en ville ou en tribu. On pourra avoir peut-être un débat tout à l'heure sur certaines générations qui habitent en ville. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi la reconquête des territoires par les Kanaks à travers cette mobilité et ces réseaux ? Ce que j'ai cherché à montrer dans cette thèse, c'est que depuis 1946, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et que ces territoires Kanaks, qui étaient jusque-là limités à l'expression de la réserve tribale, ils se sont profondément recomposés. D'un point de vue électoral, d'un point de vue coutumier, avec la redistribution foncière, et d'un point de vue urbain. Comme disait Jean-Marie Tjibaou, l'indépendance, c'est de bien calculer les interdépendances. Alors, pour appréhender la complexité de cette recomposition des territoires Kanaks, il faut bien prendre conscience qu'à travers cette approche géopolitique, que ces recompositions sont interconnectées entre elles. Elles sont interdépendantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre une recomposition sans prendre en considération une autre recomposition. Et c'est ce lien qui unit ces différentes formes de recomposition qui a participé à la reconquête globale de l'espace néo-calédonien et par le même à une forme de décolonisation. Alors les principaux apports et nouvelles pistes que cette thèse suscite. Alors les principaux résultats de cette thèse pour moi sont au nombre de 3. En premier lieu, on vient de voir que cette recherche doctorale a mis en lumière une multitude de territoires kanaks qui ont la particularité de se conjuguer entre eux et de se recomposer en permanence. Donc ça soulève une intéressante complexité. Deuxièmement, le deuxième résultat, c'est que si la colonisation a enrichi les territoires kanaks d'une importante dimension politique, la recomposition des territoires kanaks pendant la décolonisation est également profondément politique. Il n'y a finalement pas eu de rupture entre les deux. Le troisième résultat de cette thèse, c'est que cette recomposition des territoires kanaks a permis de redonner une omniprésence aux Kanaks, une ubiquité territoriale qui contraste finalement avec l'absence des Kanaks qui a été imposée aux Kanaks pendant la période de colonisation. Et c'est là finalement un symbole fort de la décolonisation. À la différence des autres communautés de la Nouvelle-Calédonie qui sont essentiellement polarisées dans l'agglomération du Grand Nouméa, les Kanaks sont aujourd'hui présents partout, à la fois en ville, à chaque croisement de rue, dans le monde rural, dans les institutions, dans les collectivités territoriales, dans les territoires coutumiers, dans les îles, etc. Ce phénomène s'explique par une singularité qui est propre au monde kanak et qui se résume en 3 mots. Multiterritorialité, on vient de le voir, une mobilité qui permet d'articuler ces différents territoires, et une extraterritorialisation. Alors, l'omniprésence kanak est à la fois une projection réelle et mentale, et les territoires se constituent et se maintiennent au gré des représentations mentales et des déplacements. Donc dans le monde kanak, à la temporalité bien particulière, il n'y a pas véritablement d'absence. On continue d'être dans ce territoire malgré l'absence. Ce phénomène que l'on peut traduire comme une forme de reconquête, comme une réappropriation de l'espace calédonien, est à mon sens un symbole politique fort
qui, au même titre que les transferts de compétences, que les mesures de rééquilibrage, sont le fer de lance de la décolonisation. Alors, quels sont les principaux apports de l'approche géopolitique ? Quel est son intérêt, finalement, vis-à-vis des autres sciences humaines en Nouvelle-Calédonie ? En quoi se singularise-t-elle ? Tout d'abord, la géopolitique, ça permet tout simplement de se réapproprier l'étude de la décolonisation, de se singulariser vis-à-vis de l'histoire et du droit qui jusqu'à présent se réappropriait, s'accaparait cette période. Donc en interrogeant sous un angle géopolitique la reconquête des territoires par les Kanaks, cette thèse, que j'espère diffuser à l'avenir, propose de faire des territoires une nouvelle grille de lecture de la décolonisation. On pourra également s'interroger sur réutiliser cette grille de lecture pour d'autres formes de décolonisation dans le monde, en Algérie par exemple ou en Afrique du Sud. Donc outre la singularisation vis-à-vis de l'histoire et du droit, cette thèse propose également, on l'a vu, une vision moins essentialiste que l'anthropologie, qui a dominé la recherche en sciences humaines et sociales en Nouvelle-Calédonie depuis Maurice Lénard, Jean Guillard. Car même si la coutume est essentielle dans le monde kanak, l'étude des Kanaks aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'étude des tribus et des clans. Pourtant, et c'est étonnant, hormis quelques balbutiements, Jean-Pierre Doumange dans les années 80, Jean Guillard et Jean Fraisse dans les années 90, Dorothée Ducy dans les années 2000, les Kanaks ont très rarement fait l'objet d'une étude urbaine, voire électorale. Modestement, cette thèse propose de combler cette lacune. Enfin, l'un des apports essentiels de cette thèse, c'est d'explorer les Kanaks à travers plusieurs entrées, en croisant les différentes formes de territoire, en s'appuyant sur des données inédites. Je parlais tout à l'heure des données de l'ISEE, c'est des données inédites. On a par exemple cherché à croiser les données foncières, les données migratoires, les données ethniques et les données électorales. Par exemple, alors que cela semble être une évidence, jamais scientifiquement la corrélation entre les Kanaks et le vote indépendantiste n'avait été démontrée. C'est ce que l'on observe dans ce graphique. Donc sur l'échelle des ordonnées, on voit le résultat obtenu par les partis indépendantistes aux élections provinciales en 2014. Et sur l'axe des abscisses, le pourcentage de la population kanak au recensement de 2009. Et on voit bien que sur la droite parfaite du milieu, s'agglomèrent finalement les différentes communes de Nouvelle-Calédonie. On voit bien, à l'exception peut-être de l'île des Pins, qu'il y a véritablement une corrélation entre le vote indépendantiste et la présence kanak. Ce qui se confirme sur la carte suivante, à l'échelle des quartiers de Nouméa. On voit que les quartiers qui sont figurés en couleur plus foncée, les quartiers où sont représentés majoritairement les Kanaks, correspondent, à quelques exceptions près, au bureau de vote où il y a eu des scores indépendantistes les plus importants. Donc voilà à quoi peuvent servir cette approche géopolitique, c'est aussi de pouvoir montrer des fois des choses qui sont instinctives mais qui n'ont jamais été démontrées. Alors, l'exhaustivité et la diversité des thèmes que j'ai abordés dans cette thèse a soulevé de nouvelles pistes de recherche. Alors, je tiens à le préciser tout de suite, c'est qu'en faisant le choix de croiser plusieurs entrées territoriales, j'ai fait le choix de ne pas approfondir, comme peuvent le faire certaines études monographiques, l'étude de certaines formes de territoire. Je pense notamment qu'il reste beaucoup de travail à mener sur les questions autour du cadastre coutumier, qui semble aujourd'hui de plus en plus importante dans le développement des terres kanak en région rurale. Alors, lors de mon master en métropole, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais étudié les territoires de la diaspora wallisienne en Nouvelle-Calédonie, sur l'existence de territoires à l'extérieur du Fénois. Cela m'a inspiré, et je m'en suis inspiré dans cette thèse pour m'interroger sur l'existence de territoires kanak outre-mer, au-delà des rivages de notre archipel. Et à mon sens, il s'agit d'une piste assez prometteuse de recherche. C'est-à-dire que les Kanaks, aujourd'hui, on peut les retrouver dans les institutions régionales, au Forum des îles du Pacifique, par exemple, dans les institutions internationales, d'une part, mais également en métropole, où environ 2000 Kanaks, des militaires, des étudiants, des retraités, des dialysés également, ont créé des réseaux associatifs, des réseaux de solidarité, pour tenter de maintenir des chemins coutumiers et plus globalement un lien avec le Caillou. Et d'ailleurs, ces deux exemples, témoignent de cette capacité finalement
spécifique au territoire kanak de dépasser au sens propre comme au sens figuré la grande barrière de corail qui ceinture la Nouvelle-Calédonie et de s'intégrer pleinement dans la mondialisation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à 17 000 km de chez nous, de plus en plus, ces territoires kanaks semblent se muer en territoire néo-calédonien dans lequel finalement les différences ethniques se gomment au profit d'une origine commune. Enfin, au regard de ce travail, il sera intéressant de comparer les territoires autochtones entre les différents pays. La Nouvelle-Calédonie est un exemple unique dans le sens où l'importance démographique des Kanaks a permis à ce peuple de peser dans le débat public. Donc on voit que la situation dans d'autres pays, pour d'autres peuples autochtones, est largement différente. Ça sera intéressant de pouvoir comparer les différentes situations. Donc avant de conclure cette belle aventure, je souhaite dédier cette conférence à 3 personnes qui me sont chères. Je pense à Adé, Bob et Paul, qui m'ont soutenu et aidé. Sans aucun doute, ils auraient aimé être à vos côtés ce soir pour assister à l'aboutissement de cette thèse de doctorat. Pour conclure, la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui profondément attachée au processus d'autodétermination initié par l'accord de Nouméa. Quel que soit le résultat de la consultation référendaire de 2018, il ne fait désormais aucun doute que la décolonisation néo-calédonienne a permis au peuple kanak de se réapproprier non pas un, mais plusieurs territoires. Ce processus de recomposition de son territoire, de reconquête vis-à-vis des terres spoliées par la colonisation, et finalement de revanche pacifique sur l'histoire, est un processus qui est lent et qui a rendu progressivement la visibilité au peuple kanak. Au fil du temps, les Kanaks se sont révélés finalement de fins géographes, redessinant des cartes que l'on pensait figées, en repoussant les frontières coloniales, en rééquilibrant les rapports de force. Et quoi qu'il arrive, cette nouvelle configuration géopolitique a replacé les Kanaks au cœur de la société néo-calédonienne et des enjeux institutionnels à venir. Pour terminer sur une note d'espoir, je souhaitais revenir sur une phrase d'Eli Poigoun, président de la Ligue des droits de l'homme en Nouvelle-Calédonie. Une valeur essentielle de la culture kanak, c'est faire un geste et avoir le courage de mettre de côté ce qui a été fait afin de continuer à vivre ensemble. Il y a un peu plus de 30 ans, j'ai quitté cette île alors que je n'étais qu'un bébé. J'ai quitté mon île d'origine, l'île de France, pour rejoindre cet archipel néo-calédonien qui m'a façonné en tant qu'homme et également en tant que chercheur, à travers les amitiés que j'ai nouées à travers des innombrables rencontres avec des gens aux appartenances multiples. Merci de m'avoir accepté, merci pour votre confiance et surtout, merci pour votre écoute. Bien, merci Pierre-Christophe. Comme tu peux le voir, la salle s'est remplie au fur et à mesure de ton intervention. Elle est pleine, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui vont fuser. C'est toujours la première qui est la plus difficile à poser, donc il faut un volontaire. D'abord, je dois dire que j'ai suivi avec un intérêt presque passionné votre conférence et je dois vous féliciter parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un employer le terme exact. Parce que souvent les gens disent la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens. Et vous avez employé le terme néo-calédonien. Je vous en félicite parce que c'est la réalité. Parce que la Calédonie, c'était le nom de l'Écosse avant. Et quand Cook a trouvé que le pays ressemblait, il l'a appelé Nouvelle-Calédonie. Donc, les habitants de l'île sont des néo-calédoniens, comme la Nouvelle-Zélande et les néo-zélandais. Et très, très, très souvent, les gens disent des Calédoniens. Ils oublient néo. Alors, et je suis une passionnée d'histoire, de géographie. J'aime me documenter et vous m'avez vraiment intéressée. Merci. Bonsoir. Moi, j'ai juste une petite question. Vous avez parlé de recomposition des territoires kanaks suite à la fin du régime de l'indigénat. Et ma question, c'est sur l'antériorité. Avant le régime de l'indigénat, au niveau des territoires kanaks, y avait-il déjà des recompositions comment ces territoires se mouvaient-ils? Merci pour votre question.
Alors évidemment, je crois que je l'ai précisé tout à l'heure, mais je vais peut-être le rappeler avec plus de détails. C'est que, évidemment, si j'ai parlé des recompositions du territoire kanak, des territoires kanak pendant la décolonisation, il y en a évidemment eu pendant la période de colonisation. J'ai parlé des recompositions qui ont été imposées par la colonisation, par l'administration coloniale, les spoliations, les cantonnements, les déplacements des populations, tout ça constitue une recomposition des territoires kanak. Il faut bien avoir conscience qu'à l'origine, les territoires kanak appartenaient à une autre norme de territoire. C'est-à-dire que c'était plus des réseaux, avec des chemins, des géosymboles. Et finalement, il n'y avait pas de frontières dans ces territoires. Et l'administration coloniale, pour la colonisation, justement, de peuplement, a voulu cloisonner ces territoires kanak et imposer une nouvelle norme de territoire. Et en imposant cette nouvelle norme de territoire, c'est une forme de domination, de domination du peuple kanak qui a été mise en place. Donc voilà les différents types de recomposition des territoires qui ont eu lieu pendant cette période de colonisation. Il y en a également eu des recompositions pendant la période précoloniale, mais c'était pas l'objet de mon travail. Donc voilà, évidemment, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que, quelle que soit la période, finalement, l'emboîtement des différentes formes de territoire kanak, l'emboîtement des différentes formes de recomposition, ne pouvaient pas se comprendre les unes sans comprendre les autres. Donc il y a un emboîtement de ces différentes formes de recomposition, et puis surtout, des recompositions qui se font en permanence. Là, les recompositions aujourd'hui sont ce que j'ai présenté aujourd'hui devant vous. Peut-être que demain, elles seront encore différentes. Oui. Je me demandais si dans ton travail la question économique, à savoir on pouvait éventuellement envisager que le nickel, enfin la ressource, soit aussi un terrain de recomposition et qui pourrait lui aussi avoir des transversalités, on l'imagine, avec la recomposition électorale, etc. Est-ce que c'est volontairement, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? Est-ce que c'est un champ à part? Voilà. Est-ce que c'est une question qui peut éclairer aussi les autres? Alors merci pour ta question. Alors évidemment qu'il y a des recompositions vis-à-vis du nickel. Je crois que ça c'est un sujet qui est assez important. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cette thèse, c'était de croiser plusieurs types d'approches, plusieurs types de recompositions. Et c'est vrai que je l'ai faite au détriment, d'une certaine manière, dans la spécialisation de certains sujets. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas abordé cette question de l'impact du nickel, ou en tout cas de la réappropriation de cette richesse par les Kanaks. J'en parle notamment quand j'aborde mon terrain sur Gatop, à côté de l'usine du Nord. Mais aujourd'hui, évidemment, je crois qu'il y a de plus en plus de pression pour qu'il y ait une réappropriation de cette ressource par les Kanaks et par le système coutumier. Je pense à d'autres chercheurs qui ont travaillé plus précisément sur ce sujet. Je pense à Mathias Kovacs, un géographe qui a travaillé sur l'impact des mines et puis de la métallurgie sur les territoires kanaks. Et je pense également à une jeune doctorante qui va soutenir sa thèse bientôt, Claire Levaché, qui s'est intéressée également à l'impact si je ne me trompe pas, de l'usine de Goro sur les territoires coutumiers avoisinants. Donc voilà la réponse que je peux donner pour l'instant, mais je sais qu'elle n'est pas complète. Mais je sais que, en tout cas, d'autres chercheurs l'ont abordée, et j'incite les autres chercheurs aussi à venir à s'intéresser à cette question ô combien importante. Bonsoir. Avant de m'exprimer, je tiens à me lever devant tout le monde. Déjà, j'ai quelque chose auquel j'ai envie de souligner. On parle ici des Kanaks, et on parle de réappropriation, et ensuite imposer, dominer et recomposition. Et le dernier mot, c'est l'impact. On va vers un pays comme le nôtre, c'est notre pays à tous. Voilà, on ne peut pas parler de tous ces termes-là. Ok, je parlais de
la reposition. Je vois que vous avez terminé par Olki Achawach. On a plusieurs langues ici et plusieurs aires dans notre pays. Il faut tenir compte aussi de, comme disait la dame, la localisation. Merci, ça suffit. Merci, c'est suffisant. Pas besoin d'imposer une langue. Donc tout à chacun, ça appartient tout à chacun, nous, Kanak, et les autres qui composeront ce pays. Donc la question qui reste, que je tiens à poser aujourd'hui, parce que j'ai vu l'exemple que vous avez donné, Île-des-Pais et puis Marais, parce que Île-des-Pais est extrêmement sud et Marais extrêmement indépendantiste. Cela prouve encore que... Voilà. Donc la question que je voudrais poser, c'est la question du grand chef. Notre grand chef qui est là-haut, il disait que comment peut-on associer le modernisme et la coutume. Alors j'aimerais avoir une réponse sur ça, si vous en avez une, bien sûr. Merci. Est-ce que c'est possible juste de répéter la question? J'ai pas tout compris. La fin. Peut-on associer le modernisme et la coutume? Alors merci déjà de m'avoir écouté, d'être venu à cette conférence. Si j'ai utilisé le terme en langue, c'est une marque de respect. C'est pas juste pour faire joli. Je parle de réappropriation, je reparle de recomposition, je parle aussi de reconquête. Ceux-là ne sont pas des termes qui sont partisans, ce sont des termes qui résultent de mon travail scientifique de recherche. Et aujourd'hui, ce que j'ai essayé de vous exposer, c'est qu'après la période de colonisation, où il y avait eu cette domination des Kanaks par le territoire, c'est une réalité. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai cherché à essayer de comprendre en quoi le territoire pouvait permettre le changement de rapport de force entre les Kanaks et les non-Kanaks. Et je crois que les différents exemples que j'ai montrés, à travers les différentes recompositions des territoires, est suffisamment... en tout cas, ça illustre plutôt bien ce changement de rapport de force. Ensuite, la question que vous me posez, est-ce qu'il existe un lien entre modernisme et la coutume? Je crois que oui. Je crois que oui. Et l'objet de ma thèse défend cette chose-là. J'ai parlé d'élections aujourd'hui au service des territoires kanaks, au service des territoires coutumiers. J'ai parlé de territoires urbains qui sont aujourd'hui au cœur des territoires kanaks. Je crois qu'aujourd'hui, on doit plus se poser la question. C'est-à-dire que c'est un système hybride dans lequel cohabitent à la fois le modernisme et le traditionnel. Il y a vraiment des allers-retours qui se font de plus en plus fréquents. Cette question du modernisme, je crois qu'on ne doit plus la poser sous ces termes. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que on habite à Nouméa, on va le week-end à la tribu, on revient ensuite à Nouméa. Voilà, il y a des choses aujourd'hui qui font que on n'est pas, en tout cas d'un point de vue territorial, on n'est pas cantonné, merci, à une seule forme de territoire. Voilà, merci. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre petite conférence. Félicitations pour votre année 2015 aussi, doctorat, titre, etc. Moi, si vous voulez, moi j'essaie de faire court. Je voulais simplement saisir l'opportunité d'avoir un spécialiste, un docteur en géopolitique, d'accord, pour nous éclaircir un petit peu, parce que c'est par rapport à ce que vous expliquez au début sur les rapports de force pour étendre et fortifier un État, d'accord, parce qu'un État c'est un peu un être qui naît, qui grandit, qui atteint son plein développement, qui se dégrade et qui meurt. Donc pour vivre ou voire survivre, il se fortifie et s'étend. Donc si vous voulez, vous aviez abordé un petit peu ce rapport là de colonisation foncière par la France pour asseoir au début, je ne sais pas si c'est pour vivre ou survivre. Et nous aujourd'hui, on se demande par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Hein. J'aimerais que vous répondiez, si possible, par rapport à ce que vous en pensez en tant que spécialiste. Mais ce qui se passe en ce moment, extension du plateau continental, tournée du président dans le Pacifique, est-ce que là, la France n'est pas en train de
de voir un petit peu les opportunités, la stratégie d'une sorte de colonisation maritime. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par rapport à ce qui arrive. Donc, géopolitiquement parlant, est-ce que là, pour la France, qui est actuellement, depuis septembre 2015, deuxième puissance maritime, est-ce qu'il n'y a pas une carte à jouer là pour elle, au niveau géopolitique? Parce qu'on a certaines compétences en Calédonie, sauf qu'en dessous, c'est toujours la France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste? Alors déjà, merci pour tous ces éloges. Je voudrais juste te dire une chose, même si aujourd'hui je suis docteur en géopolitique, je suis pas un spécialiste de la question kanak. Je suis qu'un relais de la parole qui m'a été confiée. Je crois que c'est assez important aussi aujourd'hui de se positionner vis-à-vis de ça. En revanche, sur la géopolitique, je peux peut-être te donner quelques billes. Évidemment que la colonisation est un moyen de dominer par le territoire, et la question que tu voulais savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a une colonisation maritime à travers l'utilisation, la mise en valeur de l'extension du plateau continental. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que quand on regarde dans les différents livres de stratégie et de défense, je pense au livre blanc qui a été publié, aujourd'hui la zone Asie-Pacifique, et plus particulièrement l'Océanie, fait partie des principaux enjeux stratégiques, militaires, économiques de la France. Ça, c'est un secret pour personne. Donc aujourd'hui, évidemment, que cette extension des plateaux continentaux, c'est pas pour la Nouvelle-Calédonie. C'est d'abord des intérêts, ça défend en tout cas des intérêts français. Je rappelle juste aussi que, et j'espère ne pas me tromper, que les compétences en matière d'exploitation de cette extension du plateau continental ne sont pas de compétences néo-calédoniennes. Merci. Bonsoir. Moi, c'est juste pour... je suis là. C'est pour, je suis d'origine de Lifou. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, qu'il y avait des Kanaks qui étaient urbains, et vous avez fait la séparation urbain et ruralité. Et je voudrais souligner qu'il y a beaucoup de Kanaks qui vivent dans les quartiers. Donc vous avez bien montré la carte Rivière-Salée, tous les quartiers, et je trouvais que c'était ça à signaler plutôt. Voilà. Alors, merci déjà. Et la seconde chose, c'est que la catégorie rurale et urbain, c'est des catégories qui nous ont été imposées. C'est-à-dire que aujourd'hui, on lit la Nouvelle-Calédonie à travers cette grille de lecture, mais c'est pas une grille de lecture qui est innovante. Ça existe partout dans le monde. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que finalement, à travers les mobilités aujourd'hui, qui sont très importantes et qui sont pas suffisamment valorisées par les différentes sciences humaines, c'est que finalement, on ne sait plus véritablement où se situent les Kanaks. On peut à la fois avoir son domicile, je pense notamment, ça c'est peut-être que j'y reviendrai après, mais on peut avoir son domicile sur une île Loyauté, habiter en ville chez la famille ou avoir son propre appartement et repartir le week-end ou certaines périodes directement à la tribu. Donc il y a cette mobilité qui est incessante, et ça c'est une réalité dans le pays. Aujourd'hui, n'importe quel endroit de la Nouvelle-Calédonie, outre peut-être Bélep, est à moins d'une journée de circulation. Donc il y a vraiment cette composante qui est importante. On ne peut pas comprendre le fait urbain, on ne peut pas comprendre les tribus sans comprendre ces allers-retours qui existent en permanence. Donc c'est pour moi ce qui est le plus important aujourd'hui. Si on ne comprend pas ça, on passe à côté totalement des territoires kanaks à la fois urbains et tribaux. Voilà. Et juste pour finir, ce qui est assez marrant dans l'histoire, c'est que par exemple aux îles Loyauté, ce qui est assez flagrant, il y a cette histoire des procurations électorales. Aujourd'hui, il y a une quantité de gens de Lifou qui viennent s'installer à Nouméa, enfin je dis Lifou, mais ça peut être Marais et Ouvéa, c'est exactement la même chose, qui viennent s'installer à Nouméa et qui ne changent pas leur domicile électoral. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la population, le corps électoral aux îles Loyauté est plus importante que la population qui réside sur ces îles. Donc il n'y a pas assez de personnes finalement pour voter. C'est ça qui est de plus en plus ubuesque presque, j'ai envie de dire. Donc voilà, on voit vraiment ce décalage qu'il y a entre on garde une résidence aux îles Loyauté et on vient travailler à Nouméa. Voilà. Bonsoir, merci tout d'abord pour ta conférence, je suis juste devant toi.
En tant que géographe et urbaniste, aujourd'hui, je suis super intéressée par ta thèse, parce que je pense que les termes de géopolitique n'est pas abusé quand on parle de territoire. Et ma question, donc en fait, je suis curieuse parce que tu as éveillé vraiment ma curiosité. Tout à l'heure, tu parlais, donc on parle d'interdépendance entre territoires, certes kanak, mais aujourd'hui communal, provincial et au-delà pays, et voir, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon macro au niveau international. Du coup, tu n'as pas pu développer, je pense que tu avais orienté ta présentation comme ça, mais je te pose la question du coup. Au niveau économique, on parlait tout à l'heure d'entités type groupement de droits particuliers locaux ou autres, donc développement économique. Je voudrais savoir quelles sont les interdépendances qui sont ressorties justement dans tes recherches au niveau économique, et en gros, comment ça influe sur le territoire et la façon d'être mobile, de se déplacer, parce qu'on voit bien que les gens ils bougent de Nouméa pour aller bosser sur le nord, sur la zone VKP, etc. Et au niveau même des territoires kanak, est-ce que ça chamboule les choses? Voilà. Alors, tout d'abord, je suis flatté que tu sois intéressé et que ça éveille ta curiosité. J'en profite, d'ailleurs, pour dire que pour toutes les personnes, les élus, les représentants administratifs, qu'aujourd'hui, je suis à la recherche d'un boulot. Voilà, donc même si j'ai l'impression d'être... Merci. Donc même si cela vous semble hyper intéressant, super passionnant, à un moment donné, je crois que je vais avoir besoin aussi de manger le soir. Ça, c'était la première chose. Donc c'est une bouteille lancée à la mer. On me suggère de me faire passer un chapeau, là, justement. Voilà. Si on peut faire la quête sur les côtés, j'en aurais bien besoin. Alors, sur la question d'interdépendance, par rapport à la valorisation économique des territoires coutumiers, ça c'est un sujet qui est évidemment très complexe. Et bon, pour rien te cacher, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai orienté, en tout cas les GDPL, c'est pas une question sur laquelle j'ai orienté essentiellement mon travail. En revanche, ce que je peux dire plus en détail, c'est que évidemment qu'il y a eu des bouleversements à travers les mobilités, et à travers les GDPL, à travers notamment l'histoire des mandataires, le clan accueilli, le clan propriétaire, à qui finalement revient les droits sur cette terre. Il y a eu une quantité de recompositions qui se sont passées dans ces différents GDPL, qui aujourd'hui nécessitent qu'on s'y intéresse plus en détail. Alors, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui s'intéressent à cette question. Je pense à Pierre-Yves Lemaire, je pense également à d'autres anthropologues qui travaillent sur cette question. Mais évidemment qu'aujourd'hui, cette question des GDPL, ça soulève des questions de légitimité de ces différents clans et des questions de gouvernance. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, qui dit problème de gouvernance, dit problème également de valorisation économique. Quand les différents clans ne se mettent pas d'accord, les différentes personnes ne se mettent pas d'accord et bloquent un projet, je crois que tu es bien placé pour le savoir, quand il y a un blocage, après ça empêche tout type de développement économique. Et même des fois, ça le fait régresser, avec des appropriations un petit peu sauvages qui peuvent se passer. Et je crois que ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée. Qui a des droits sur cette terre et à qui doit revenir finalement les différents bénéfices de cette valorisation. Donc voilà, là aussi c'est une bouteille jetée à la mer. J'espère qu'il y aura d'autres chercheurs qui prendront un peu le relais, parce que évidemment les problèmes d'un GDPL ne sont pas ceux du voisin, ni du voisin, ni d'une autre commune et tout ça, ni des autres îles loyautés. Donc je crois que pour chaque exemple, on a des difficultés, on a des problèmes qui peuvent survenir. Et ça serait intéressant aussi d'avoir une approche peut-être transversale entre les différentes formes de gouvernance au sein des GDPL. J'espère que j'ai essayé de répondre à ta question. Bonsoir. Moi, ma question, elle est plus sur les communautés kanak qui sont sur Nouméa. Est-ce qu'on s'aperçoit d'une nouvelle mixité? Par exemple, les gens qui arrivent de Lifou, est-ce que sur Nouméa vont se vivre en communauté avec des gens qui débarquent de l'île des Pins ou de Koumak, ou est-ce qu'on va citer à cette mixité-là? Et par exemple, si des gens sont sur Nouméa depuis une ou deux générations, est-ce qu'on voit des nouvelles migrations, par exemple, pour aller bosser ensuite dans le nord? Donc des gens originellement des îles
qui auraient transité par Nouméa et qui ensuite partent sur des territoires autres, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas assister du coup à terme à une espèce de dissolution un petit peu des origines coutumières, quoi? Alors, merci pour parce que tes multiples questions, à mon avis, il y en a plusieurs. Je vais essayer d'y répondre. Alors, est-ce que les Kanaks qui viennent s'installer à Nouméa, finalement, se regroupent? C'est ça la question, la première question que tu voulais me poser. Alors, je crois que ça, c'était évidemment une logique qui pouvait exister dans les années peut-être 60, 50, 60, où on avait finalement un éclaireur qui venait s'installer à Nouméa et qui ensuite permettait aux autres membres de sa famille, de son clan ou de sa tribu de venir s'installer avec lui, d'avoir accès au logement, hein, c'était quand même une nécessité. Et évidemment, dans certains quartiers, je pense au quartier de Montravel, qui était considéré comme la cité kanak à cette époque-là, on voit qu'il y a eu des regroupements en fonction des différents clans, en fonction des différents districts dans une même résidence. On peut avoir des résidences où il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes de la même origine qui s'y côtoyaient. Donc ça, c'était une réalité. On avait par exemple des gens de Lifou, du district de Gaïcha, de Lossi, du Wedge, qui pouvaient vraiment, il y avait des maisons en fonction des différents districts. C'était assez intéressant. Aujourd'hui, je crois que la situation, et je crois que c'est important de le rappeler, la situation a énormément changé. Donc cette situation un peu communautariste qui pouvait préexister dans les années 60 n'a plus véritablement de lieu d'être. Aujourd'hui, il y a un mode de vie peut-être un peu plus individualiste qui prévaut, en tout cas dans l'habitat. Et on voit que malgré encore quelques regroupements en fonction des familles, en fonction des solidarités qui peuvent se nouer, on voit qu'il y a quand même un éclatement qui se crée au niveau de l'habitation des gens. Il y a un contre-exemple aussi qui est assez intéressant de rappeler, c'est les gens qui habitent dans les squats. Bon, c'est une minorité, c'est pas représentatif de de l'habitat kanak, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe des squats où, par exemple, c'est largement identifié comme des gens venant de telle commune ou de tel district. Donc là, il y a aussi une forme de regroupement qui peut s'opérer. En revanche, si aujourd'hui les Kanaks habitent de plus en plus de manière plus occidentale, j'ai envie de dire, de plus en plus individualiste dans le Grand Nouméa, il y a aujourd'hui, et c'est clair, une volonté de retrouver, de garder un lien avec la tribu d'origine ou avec l'île d'origine. On voit par exemple lors des rencontres sportives entre les différents clubs. C'est d'ailleurs étonnant de voir que les 3 clubs de district de Lifou sont tous situés à Nouméa. C'est pas anodin, hein. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un engouement populaire dès qu'il y a des regroupements. Je pense par exemple au jeudi du centre-ville, hein, qui était consacré à Gaïcha. Il y a eu énormément de personnes qui s'y sont retrouvées. Donc aujourd'hui, le terme que j'ai utilisé dans ma thèse, c'est le terme de diaspora kanak à Nouméa. Parce qu'il y a cette volonté de toujours garder un lien avec la tribu d'origine, finalement une identité qui les différencie des autres Kanaks de Nouméa. Donc on le voit plus dans l'habitat, mais on le voit peut-être dans les différents événements. Ensuite, par rapport aux nouvelles migrations, évidemment qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui des nouvelles migrations. Est-ce qu'on peut déjà utiliser le terme de migration? Après tout ce que j'ai pu observer, je ne pense pas. Aujourd'hui, on parle davantage de mobilité. C'est-à-dire que les gens migration, ça veut dire aller d'un point A à un point B sans possibilité de retour. Aujourd'hui, les retours, ils existent en permanence, au quotidien. Donc, dans ces mobilités, on voit que dans les mobilités de travail, dans les différentes mobilités d'installation, on voit qu'il y a des changements. Il y a de plus en plus de retours de gens qui rentrent à Lifou, qui rentrent à Marais, par exemple. Et ça, c'est vraiment une donnée de plus en plus importante. Ce qui contredit un petit peu le fameux thème de l'exode rural. Ensuite, aujourd'hui, je crois qu'il y a également des nouvelles mobilités vers VKP aussi qui se sont constituées. De plus en plus de Kanaks, des îles Loyauté essentiellement, voire d'autres endroits, viennent s'installer aussi grâce aux opportunités professionnelles dans cette agglomération du Nord. Donc voilà ce que je pouvais dire. Peut-être une dernière petite chose pour que ça soit vraiment complet, c'est que la VKP a également drainé d'autres formes de mobilité. C'est-à-dire que les gens qui habitaient par exemple sur la côte Est
ont tendance à faire plus de mobilité pendulaire, régulière, quotidienne, vers cette zone VKP pour y trouver du travail. Donc là aussi, à l'échelle de la province Nord, il y a également d'autres formes de mobilité qui ont été mises en place. Oui, bonsoir. C'est vrai que c'est difficile de ne pas dire quelque chose, surtout quand on parle du monde kanak et qu'on entend. Je crois que c'est un travail qui est brillant parce que c'est la première fois qu'il y ait une telle approche en termes de territorialité. La réappropriation kanak par les Kanaks à travers les 3 critères d'évaluation que vous avez évoqués, c'est très intéressant. Mais je voulais surtout, sous forme de témoignage, dire que il y a quand même la question essentielle, c'est la question de la relation kanak, comme la plupart des peuples premiers, autochtones, comme on dit, comme on les appelle, la relation avec la terre. Et parce que finalement, qu'est-ce qui différencie le kanak dans son fonctionnement, dans ses déplacements, et qu'est-ce qui fait l'essence même, enfin, l'élément principal de la compréhension de ce comportement à travers les générations, c'est ce lien spirituel à la terre, c'est ce lien indéfectible à la terre. Et donc, qu'il soit de la ville, qu'il soit en France. Alors, il y a 2 choses dans le monde kanak qui sont importantes, c'est le lien spirituel à la terre. On sort d'un territoire donné où il y a un tertre clanique dans lequel l'ancêtre est apparu à un moment. Et cette histoire, donc, elle est vieille depuis la prise de position de la Nouvelle-Calédonie, même si dans l'occupation de l'espace, les Kanaks se sont à chaque fois concentrés sur un territoire donné. Il y a eu un phénomène de peuplement qui s'est fait, mais les générations aidant, les siècles aidant, on s'est retrouvé au bout du compte avec plus d'une trentaine de langues. Parce que les gens se sont sédentarisés d'une certaine manière et ont développé leur propre langue à partir d'une langue commune. Donc, et aujourd'hui, c'est vrai que la question de la cohabitation du monde kanak, qui a été soulevée tout à l'heure, de la modernité, etc., suppose qu'on appréhende ces 2 approches qui sont totalement différentes. Pour l'Européen, on achète une terre, on le revend facilement. Parce que c'est dans la culture européenne, dans le monde kanak, c'est pas comme ça. Quand on achète une terre, ou quand on occupe une terre, on a tendance à le transmettre. Et très peu de Kanaks aujourd'hui, quand ils acquièrent une propriété dans la ville, le monnaient facilement. Donc cette culture, c'est la culture qui existe aujourd'hui. Alors, je ferai une petite projection, puisqu'on parle de géopolitique. C'est vrai qu'une des questions qui est posée aujourd'hui, c'est dans le système des valeurs, comment, on parlait de modernité et de tradition, comment concilier ou comment faire cohabiter, mais d'une manière sincère, d'une manière appréhendée, pas d'une manière vécue, mais d'une manière appréhendée, comment faire cohabiter ce système de valeurs-là et la valeur transmise dans la mentalité européenne d'une appropriation du foncier comme un patrimoine qu'on vend quand on a l'opportunité de le faire. Donc, je voulais apporter cet éclairage-là parce que je pense que quand on parle des systèmes de valeurs, cette question du territoire, elle se pose. Je plaide peut-être pour notre paroisse, mais quand le Sénat dit qu'il faut un plan Marshall parce que les tribus sont en train de péricliter, ils sont en train de vivre. On a 2 mondes qui se développent. On a le monde de la ville où on construit des dizaines, des centaines de logements. Et on met des moyens, les pouvoirs publics mettent des moyens. Et de l'autre côté, donc, les tribus, les terres coutumières ne se développent pas.
c'est cette question-là qui est posée. Comment on équilibre à chaque fois le développement de la ville parce que les Kanaks, il faut se dire une chose, les Kanaks, qu'ils soient en ville ou qu'ils soient en Beauce, ils vont jouer sur les deux tableaux. On va jouer sur les deux tableaux parce que ça fait partie de notre identité. On s'approprie l'appartement ou la terre dans la ville parce que on sait que cette terre-là appartient à tel clan, etc. Et à un moment ou un autre, on fait les coutumes qu'il faut pour dire j'ai pris un lopin de terre en Dimbéa. Ça parce que le Kanak, il se réapproprie, c'est les éléments, c'est ce qui constitue sa force. Donc on vous invitera bien pour, peut-être pas pour donner un emploi, parce qu'on n'a pas beaucoup d'emplois chez nous, mais on vous invitera bien pour en débattre, parce que c'est très intéressant. Merci. Alors juste peut-être une petite chose, c'est clair que si j'avais la réponse à comment concilier à la fois le système de valeur kanak et le système le système plutôt occidental de valorisation économique, je pense que ça se passerait mieux. Mais j'ai pas aujourd'hui la science infuse pour apporter la solution comme ça sur un plateau. Comment faire comment concilier les deux, je ne sais pas. Personnellement, je crois qu'il y a ce problème-là, effectivement. Mais je crois que l'un des problèmes les plus importants aujourd'hui, quand on parle de plan Marshall pour le monde kanak, je crois que l'un des problèmes les plus importants, c'est cette rupture. La rupture qui existe entre le monde urbain et le monde coutumier chez certains jeunes. Je n'ai rien inventé en disant ça. C'est que je crois qu'il y a un processus normal qui se met en place chez les jeunes. C'est la transition entre les différentes générations. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes, après 2, 3 générations, qui n'ont plus aucune connaissance de la langue, qui ne se rendent plus jamais sur la terre d'origine, qui ne participent plus aux cérémonies coutumières, qui ne savent même plus à quoi correspondent les différents gestes, et qui ont besoin de nouvelles références identitaires, et qui, des fois, glissent vers la délinquance. Donc, je crois que le problème aujourd'hui du développement des terres kanak est un problème qui doit être pris dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui la déliquescence d'une partie des territoires coutumiers kanak sans en prendre conscience de ce délitement qui existe chez une jeunesse kanak. Et je crois que le relais dans le monde kanak, qui est très important, le relais de la parole, doit être remis en... enfin, en tout cas, il doit y avoir un effort qui doit être consenti sur la réactivation de ce lien. Parce que sans cette parole, sans la transmission d'une culture, d'une identité, c'est vrai que cette rupture peut avoir des conséquences assez néfastes. Par exemple, on parlait des GDPL tout à l'heure, sur d'autres terres coutumières. Voilà, souvent, en allant dans certaines tribus de la côte Est, certains vieux me disaient que leur tribu était devenue un mouroir. Parce que finalement, il n'y a plus que les retraités qui s'y rendaient. Donc il y a cette réalité aussi qui commence un petit peu à naître dans certaines tribus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est au rôle de chacun. Je ne sais pas ensuite comment ça peut se matérialiser d'un point de vue des politiques publiques, mais je crois que c'est à chacun d'essayer de concerner un peu plus cette jeunesse qui s'échappe de plus en plus vers les lumières de la ville. Alors, je sais que je n'ai pas répondu à votre question, mais on aura peut-être l'occasion d'échanger sur ce sujet-là à l'avenir, même si vous n'avez pas d'emploi à me proposer. Je reste en tout cas à votre entière disposition. Merci pour votre exposé et félicitations. Au travers de votre exposé tout à l'heure, je pense qu'on prenne le problème d'un point de vue anthropologique ou sociologique, ou même par le biais de la géopolitique, on va arriver toujours au même résultat de l'importance, de l'interdépendance du fonctionnement, du mode de fonctionnement et de la pensée kanak et de ses comportements internes. Il me semble que, puisqu'on est dans la réflexion sur de la géopolitique,
ce serait très intéressant de faire une analyse sur comment les Kanaks font de la géopolitique en matière de conflit. On parle de la mobilité tout à l'heure, on parle de réappropriation des Kanaks des territoires multiples et de leur interdépendance. Mais nous sommes dans un vagabondage minoritaire par rapport à la situation du pays. Et nous avons, dans 3 ans, il nous faut nous en sortir ensemble. Je donne une petite piste de réflexion ici. Quand on gère les conflits dans le monde kanak, et on arrive à trouver des solutions, et qui me semble que la solution, nous concernant politiquement, a été trouvée dans l'accord de Nouméa. Il est important que chacun de nous et chacune de nous comprenne que la mise en place d'un accord qui, en fait, dans un premier temps, la mise en place d'une non-agression, mais après qui ouvre un processus d'humanisation commune de la culture kanak. Celui qui a été mon adversaire hier, je dirais même mon ennemi en fonction des degrés du conflit, il va avec moi, parce qu'il n'est pas seulement mon ennemi, mais je suis son ennemi. Nous allons rentrer dans un processus d'humanisation qui va nous permettre ensemble de nous en sortir grandis, humanisés. Et le concept de Dokamo est fait pour ça. Alors, nous avons fait du rééquilibrage dans ce pays. Mais nous avons encore du boulot à faire dans le rééquilibrage, dans ce qui nous construit les uns et les autres pour réussir le vivre ensemble dans ce pays. Quel que soit le statut qu'on aura. La réussite de notre pays ne réside pas sur notre statut, mais sur notre capacité, notre qualité à vivre ensemble et partager dans ce pays. Il me semble que ce défi est encore ouvert et, comme je disais tout à l'heure, analyser la géopolitique kanak en matière de gestion des conflits pourrait peut-être une solution. Merci. Merci pour votre intervention. Je crois que, enfin, c'est ce que j'ai essayé de montrer depuis 5 ans dans cette thèse, c'est que finalement, les premiers maîtres en géopolitique aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est les Kanaks. On voit que la réappropriation de différentes formes de territoires, c'était quelque chose d'assez innovant dans le monde, hein, d'à la fois tabler sur, enfin, de parier entre guillemets sur l'aspect électoral, puis après sur l'aspect foncier, puis sur l'aspect urbain. Je crois que cette multidimension de la géopolitique kanak est aujourd'hui une particularité qui n'a pas d'équivalent dans le reste du monde. Alors, par rapport à ce que vous me disiez sur l'humanisation des conflits dans le monde kanak, je crois qu'il y a une particularité qui m'a vraiment marqué tout au long de cette thèse, c'est cette capacité de résilience, cette adaptation un peu pacifique, aussi cette notion du temps un peu plus élastique qui prévaut aussi dans la gestion des conflits. On laisse un peu du temps au temps. Et on voit que c'est un des exemples les plus rares dans le monde que finalement les choses arrivent à se résoudre, mais après des fois des décennies. C'est vraiment une particularité qui existe. Et évidemment qu'on doit faire des efforts sur la cohabitation entre les différentes communautés, mais je crois qu'en tout cas le chemin accompli jusqu'à présent en matière de territoire
C'est quelque chose qui est quand même louable dans le cas de la géopolitique kanak. Après, je ne sais pas, pour des conflits plus locaux, des conflits fonciers, comment on peut adapter la grille de lecture géopolitique. Peut-être qu'il y a aussi matière à réflexion sur cette question-là. Bonsoir, monsieur, et bonsoir au public. Tout d'abord, bravo pour, on va dire, d'être arrivé à terme dans son long travail scolaire. Voilà, je pense que vous avez dû bosser. Et le résultat, il est là. Mais en tous les cas, je voudrais, comment dire, à travers l'éclairage, on va dire, géopolitique, vous savez que j'entendais parler d'esprit, de spiritualité, et j'étais en train de dire, mais vous savez, je pense au curé qui exorcise les vieux démons de la peur. Il m'a semblé, mais c'est un point de vue tout à fait personnel, que vous avez employé le mot tout à l'heure de décolonisation. Et vous avez dit, il y a une décolonisation institutionnelle, une décolonisation négociée, mais la décolonisation, c'est en rapport avec la colonisation. Alors pour le commun des mortels, nous on pense tout simplement, on dit, décolonisation, c'est enlever tout ce que la colonisation a fait. Or, vous avez donné, je veux dire, à travers votre éclairage, vous dites que la décolonisation, elle a déjà commencé en 1946. Bon sang, je ne savais pas que la décolonisation, elle avait déjà commencé en 1946. Mais c'est pas du tout dans le, on va dire, dans le langage courant de la décolonisation. Et cet éclairage-là, on va dire, c'est nouveau, hein. Ah, mais c'est dingue. C'est dingue. Mais la décolonisation, on attend, là, il y a bientôt le vote référendaire, là. Alors, vous dites que ça y est, elle a déjà eu lieu depuis 1946, mais sans qu'on le sache. Sans qu'on le sache. Mais est-ce qu'ils le savaient, ceux qui, en 1946, a donné la citoyenneté? Est-ce qu'ils le savaient? C'est votre éclairage qui nous le fait découvrir. Alors, vous parlez de décolonisation négociée, mais on n'a pas encore voté, là, on n'a pas encore les résultats. Bon, enfin bref, je disais que merci pour l'éclairage on va dire, que vous avez apporté. Cet éclairage géopolitique. Géographie et politique. Et je vais terminer tout simplement. Tout à l'heure, il y a un petit frère là qui a dit mais pourquoi vous avez mis Oleti Atahuat là en déhou là, alors que vous auriez pu utiliser aussi. Mais vous savez ce que ça veut dire? Moi, je suis de l'Ifou, moi. Hein. Eh bien, Oleti, Olé, ça veut dire merci. Et vous l'avez dit tout à l'heure. Respect, c'est pour respecter. Mais le Olé, c'est merci, respectueux. Et vous savez, dans le mot Atahuat, le mot At, ça veut dire connaissance. Ça veut dire l'être humain. Et Huat, vous retrouvez le son At, qui veut dire connaissance. Mais qui veut dire Huat, c'est le vieux. C'est la sagesse. La sagesse. Alors, c'est bizarre, c'est dingue. C'est dingue, ça. Vous nous dites à nous ça. Et tout à l'heure, vous êtes parti berceau, vous aviez quel âge en partant de métropole? Et vous êtes venu ici, vous avez fait, voilà, tout votre parcours. Eh bien, vous avez été baigné. C'est moi qui le dis, hein. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Par l'esprit. Voilà. Eh bien, il est dans ce mot. Parce que ce mot-là, il recouvre aussi dans d'autres langues. C'est dit autrement dans d'autres langues, dans les 28, mais c'est le même sens. Et comme disait un grand frère tout à l'heure, eh ben, c'est l'état d'esprit dans lequel ce pays a été fait. Olé, tiatakwat. ACR.
Alors, c'est bien difficile de passer après vous. J'ai un peu la pression là, en fait. Que vous dire? Bah oui, effectivement, j'ai travaillé pour cette thèse. J'ai fait 10 ans d'études en total, pas 10 ans de thèse, hein. 50 thèses, c'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi je me suis intéressé au peuple kanak? On peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui je fais cette présentation devant vous? Alors, déjà, pour moi, c'est un travail avant tout qui est citoyen. C'est-à-dire que c'est une façon pour moi aussi de dire, ben voilà, j'appartiens à ce pays, j'ai envie d'apporter quelque chose, et je vais essayer de tendre de plus en plus vers l'excellence, pour servir finalement la Nouvelle-Calédonie. C'était ça mon objectif, et en tout cas, j'espère que si cet objectif a été atteint, c'est déjà une bonne chose. Merci. Merci. Ensuite, c'est vrai que, bon, on va être peut-être un peu plus technique. Je parlais de décolonisation, c'est un terme évidemment qui peut faire peur, hein, pour certains. Je n'ai pas dit que la décolonisation avait commencé en 1946. En revanche, je me suis dit que ce qui s'était passé grâce à ces différentes réformes avait, d'une certaine manière, contribué à recomposer les territoires. Et c'est cette recomposition des territoires, prise dans leur ensemble, qui forme cette décolonisation, mais vue sous l'angle des territoires. Alors je vous l'accorde, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est une des particularités de la Nouvelle-Calédonie. Il faut bien comprendre, et moi c'est une définition sur laquelle je me suis appuyé, le terme de décolonisation, ce n'est pas la rupture immédiate avec la colonisation. La décolonisation, ça façonne les différents visages successifs de la colonisation. C'est-à-dire que progressivement, à travers plusieurs mesures, à travers plusieurs choses, on façonne cette colonisation pour tendre vers une autonomie de plus en plus large. Voilà ce que j'entends par décolonisation. Ensuite, vous parliez de respect et de connaissance, et je crois qu'aujourd'hui, quand on est européen comme moi, si on n'a pas ce respect et cette humilité pour traiter d'un sujet aussi important que celui des territoires kanaks, je crois qu'il est inutile de se présenter devant vous et de faire une présentation. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure à votre camarade, je ne suis pas un spécialiste, moi, des territoires kanaks. Je suis juste un relais de la parole qui m'a été donnée. Et je sais que dans le monde kanak, la parole a une valeur essentielle. Et j'essaye, en tout cas, à travers cette quête de l'excellence, j'essaye d'en être le meilleur relais possible. Donc voilà, je ne me sens pas spécialiste, mais je me sens en tout cas plutôt un bon relais dans cette histoire-là. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, pardon, bonsoir, merci. Et j'avais une question. Vous avez parlé brièvement tout à l'heure de VKP. Est-ce qu'il existe une manière de penser ou de construire la ville à ce niveau-là, en termes de réappropriation d'un canon urbanistique? Est-ce qu'il y a une autre manière d'inventer et de construire la ville? Et à cette occasion, je voulais vous demander si cette étude, à un moment qui avait été commandée sur la définition d'une ville kanak et océanienne pour la zone VKP, quel a été le rendu, du moins public, de cette affaire, s'il vous plaît? Alors, en gros, la question, c'est de savoir est-ce que j'ai publié ma thèse ou non? C'est quoi? Je n'ai pas bien compris, là. Ouais, alors la question, c'est construire la ville en territoire kanak. Est-ce qu'il y a une définition, une manière de faire? Alors, on entend souvent faire la ville à l'océanienne. Hein, c'est vraiment quelque chose qui, dans les politiques publiques, reviennent. Je crois qu'il n'y a pas de manière unique pour faire la ville, et je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, en tout cas avec la meilleure prise en compte du peuple kanak, il faut renouveler cette manière de faire la ville. Et je crois que VKP, il y a d'autres scientifiques, d'autres chercheurs qui s'y sont intéressés. Je ne suis pas le premier, évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, VKP nous offre aujourd'hui une nouvelle opportunité pour définir en gros ce que sera la ville kanak ou la ville calédonienne, ce que sera la ville de demain. Parce que
pour l'instant, c'est vrai qu'on se pose la question comment intégrer dans ce plan d'urbanisme les différentes tribus qui mènent jusqu'à la chaîne, comment les raccorder finalement au système urbain, essayer de trouver une nouvelle manière de faire la ville. Donc voilà, on peut se poser la question, mais aujourd'hui, j'ai pas véritablement de réponse particulière sur l'urbanisme en Calédonie. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a peut-être plusieurs manières de concevoir la ville aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et peut-être que la zone VKP est un laboratoire à ciel ouvert. Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à m'humilier et du coup, je voulais prendre la parole et juste vous remercier. L'année dernière, quand vous avez soutenu à Paris, je voulais absolument y être avec mon mari parce que c'est une question qui nous touche personnellement en tant que Kanak. Et du coup, c'est accompli ce soir. On a pu écouter votre travail, votre thèse. Et du coup, je voudrais aussi féliciter votre travail puisque c'est un défi de pouvoir traduire fidèlement en langue française les réalités de terrain au niveau des confrontations finalement des deux systèmes, que ce soit kanak et occidental. Et ma question va pas être vraiment technique, mais juste la question que je voudrais vous poser ce soir, c'est quelles sont en fait les grandes difficultés que vous avez rencontrées pendant ces années de recherche, puisque ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes né en France, vous avez traversé les océans et puis vous avez été peut-être baigné, comme a dit Monsieur Gikas, dans la spiritualité kanak. Et sûrement, vous avez, à travers peut-être les 60 entretiens que vous avez pu faire auprès de personnes de grande pointure au niveau peut-être coutumier ou politique, vous avez eu le soutien de votre femme, de vos frères, votre famille. Mais quelle a été pour vous, durant ces années, vraiment les grandes difficultés, on va dire, que ce soit académique ou personnel? Merci. Les difficultés, c'est, on va dire, toutes. Non, pour pas vous mentir, c'est vrai que ce travail de thèse, c'est un travail qui est très engageant, qui est assez difficile d'un point de vue académique. C'est pas à la portée de tout le monde. Plusieurs fois, j'étais dans le doute, me dire est-ce que j'étais sur le bon chemin. Je crois que tenir 5 ans à ne travailler que sur un seul sujet, que sur une seule thématique, en ayant toujours les échéances des différentes années universitaires qui s'écoulent, je crois que c'est une difficulté psychologique déjà. C'est-à-dire qu'on voit pas la fin. Et je crois que s'il n'y avait pas eu un dernier coup d'accélérateur que certains m'ont donné, je pense à ma famille et à ma compagne, à d'autres, évidemment que je crois que j'aurais pu avoir l'idée d'abandonner. Mais cette idée d'abandonner, elle a été finalement rapidement balayée par tout ce que m'avait apporté la Nouvelle-Calédonie. Voilà, vous disiez que j'étais né en France, effectivement. Je suis arrivé à l'âge de 4 mois en Nouvelle-Calédonie. J'ai connu aucun autre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me balance suffisamment que je suis pas d'ici, même sur le terrain. Mais aujourd'hui, voilà, j'essaye en tout cas de montrer à travers mon travail que j'ai envie d'appartenir et surtout, enfin je vais me répéter, mais de travailler ici, de pouvoir y fonder ma famille. Voilà aujourd'hui ce à quoi j'aspire. Des difficultés évidemment, déjà sur le sujet en lui-même, c'est-à-dire que c'était pas évident de partir sur des territoires électoraux, sur des territoires coutumiers, sur des territoires urbains. Ça a été d'une complexité mais sans nom. Je me suis dit mais finalement quel est le lien entre ces différentes formes de territoires et finalement c'est la géopolitique qui me l'a apporté. C'est-à-dire que l'ensemble de ces recompositions, ça participait à un processus plus global de reconquête et de décolonisation. Mais
je peux vous garantir que même au bout de 3 voire 4 ans de recherche, c'était pas une évidence. Donc on a cette période pour mûrir notre sujet, pour essayer de le façonner, pour essayer de défendre une thèse. La thèse que je défends aujourd'hui, c'est que la décolonisation peut aussi être étudiée sous un angle territorial. Voilà, c'était ça ma thèse que j'ai défendue. Mais pour formuler ce sujet-là, je suis passé par pas mal de réflexions. Donc, et ces réflexions peuvent amener du doute, et j'en ai eu du doute. Donc c'est vrai que c'est ça la principale difficulté aujourd'hui. D'autres difficultés, c'est le terrain, l'obtention des données. Voilà, les données que j'ai utilisées, l'ISE, la DRAF, c'était des données confidentielles. Donc j'ai aussi eu des difficultés par rapport à ça. Et puis évidemment des difficultés d'ordre logistique. Hein. Et puis aujourd'hui, je crois que, sans vouloir m'apitoyer devant vous, je crois que face à toutes ces difficultés, finalement, cette belle réussite, c'est un coup de balai sur ces difficultés de 5 ans. Et franchement, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait cette thèse, pour avoir en tout cas cette reconnaissance de votre part. Merci. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions dans la salle, donc on va peut-être conclure. Pierre-Christophe, je te renouvelle mes remerciements d'avoir accepté cette invitation, d'être livré à cet exercice un peu délicat devant une salle qui était pleine ce soir, avec quelques figures, l'inénérable monsieur Uchika, justement, dont nous apprécions assez souvent les interventions. Et puis j'aurai un petit mot pour monsieur Mapou également, qui est présent ce soir, alors qu'en face, du côté du Sénat coutumier, il y avait précisément une conférence autour du fameux plan Marshall dont on a parlé tout à l'heure. Je rappellerai que la thèse de Pierre-Christophe Pans ainsi qu'une documentation assez conséquente sur la colonisation, la décolonisation sont disponibles à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Moi aussi, je vais faire un peu de pub. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de 9h à 17h, et vous avez tout loisir de venir nous voir et échanger avec nous aussi. Et puis j'ajouterai que la prochaine opération de la médiathèque, c'est le 7 avril, une projection d'un film néo-zélandais qui s'intitule The Dark Horse. Je vous invite à venir nous voir aussi. Merci à vous et à la prochaine fois.